Je m'appelle Boustila Waïd, tout le monde m'appelle Yo-Yo. Je suis le président du Handi Sud Basket, de club de basket élite à Marseille. Je joue très occasionnellement pour aider l'équipe, parce que cette année on avait pris un coach mais il est malade. Donc je suis multifonction, je suis coach, entraîneur, joueur à l'occasion pour pouvoir aider. Et je me languis que le coach arrive pour pouvoir me reposer. Je suis né à Martigues, j'ai grandi à Martigues où un de mes frères a joué au basket. Il a évolué en première division lui aussi. C'est lui qui m'a donné le goût du basket. Malheureusement, je suis né en situation de handicap et je pouvais pas courir, je pouvais pas jouer. Donc j'aimais déjà le basket tout petit. 5-6 ans, j'aimais le basket. Les années ont passé et un jour, en étant hospitalisé à Hyères, dans le Var, j'ai un monsieur qui est venu me voir en me demandant quel était mon handicap. Alors, je dis que c'est une malformation congénitale et il m'a expliqué qu'on pouvait jouer au basket en fauteuil roulant. Et il m'a demandé si je voulais essayer, j'avais 19 ans. Donc j'ai dit ok, j'ai essayé, c'était en 1989 et très vite j'ai adoré le basket fauteuil. J'ai eu la chance la même année d'aller voir un match de l'équipe de France à Montpellier. C'était France-Hollande où la France était championne olympique en titre. Et là je me suis rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup de choses en basket fauteuil. Donc je me suis entraîné comme un fou pendant un an pour rentrer moi aussi en équipe de France. J'avais cet espoir-là. Du coup j'ai réussi à rentrer en équipe de France. J'ai été sélectionné pour participer à mon premier championnat d'Europe U20 où on a été champion d'Europe en Angleterre. Et la transition s'est faite de suite avec l'équipe A. Ensuite, champion d'Europe 91, El Ferréol, champion d'Europe aussi. L'épopée d'équipe de France est arrivée pendant 20 ans où j'ai disputé 3 Jeux paralympiques, 5 champions du monde, 11 champions d'Europe où on a presque tout gagné. On a été 10 ans invaincus en Europe. Ensuite, j'ai continué à jouer à Hyères. De Hyères, je suis parti jouer en Hollande, en Italie où j'ai joué à Naples 2 saisons. Ensuite, j'ai joué en Allemagne, en Angleterre, en Espagne. J'ai joué un peu de partout en Europe où j'ai eu la chance de côtoyer tous ces clubs, tous ces joueurs là qui étaient autour de moi et ça m'a permis aussi d'apprendre toutes ces langues. Donc, je parle aussi toutes ces langues. Je les lis, je les écris. Je suis revenu à Hyères. J'ai fini ma carrière à Hyères en pensant que j'allais arrêter de jouer. J'ai fini l'équipe de France en 2008 à Pékin, aux Jeux paralympiques de Pékin. Et je me suis dit, bon, ben, j'avais 46 ans. C'était le moment d'arrêter. Et quelqu'un est venu me chercher. Un ami à moi, là, qui a fait 2 amis, Momossi et Patrick Audan. Ils sont venus me chercher en me demandant de créer le club de Marseille, enfin, de développer le club de Marseille, parce qu'il existait déjà. Donc, j'ai accepté, on est repartis tous les 3, on a créé ce club. Moi, je me suis projeté très vite comme là où j'étais hier, c'est-à-dire que j'étais que dans la compétition. Je voulais être compétitif, gagner. Donc, on a fait ça, on a gagné National 3, National 2, National 1, National 1B, on était champion. Et puis un matin, je me suis levé en me disant, mais j'ai plus rien à prouver à personne. J'ai tout gagné dans ma carrière, j'ai été multiple meilleur joueur européen, mondial et tout. Et il manque quelque chose à mon palmarès, il manque un truc. Et en fait, c'était rendre ce qu'on m'avait donné quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire qu'à 20 ans, il y a un monsieur qui s'appelle Philippe Lagarde qui m'a tendu la main, qui m'a dit viens jouer au basket. Et aujourd'hui, j'essaye de faire la même chose avec des jeunes de Marseille ou de tout horizon, mais je leur tends la main, je me fiche de leur handicap, je me fiche de leur niveau. La seule chose qui m'importe aujourd'hui, c'est de les savoir heureux, de les savoir contents à venir jouer. Pour certains, il y en a qui pourront pas jouer au niveau, d'autres qui sont très doués, qui sont d'ailleurs en équipe de France. Le sentiment de fierté, c'est que depuis qu'on a créé le club, on a 7 athlètes qui ont été formés à Marseille, qui ont intégré les équipes de France, qui ont participé à des Jeux Olympiques, championnats du monde, sont des purs produits du club. Donc, ça veut dire que la formation a été bien faite, l'encadrement a été bien fait. Aujourd'hui, je suis fier parce qu'on a une équipe professionnelle qui est toujours au niveau. On a une équipe 2 qui est essentiellement fournie par des jeunes qui ont entre 12 et 20 ans. Et on a monté une école de basket où on a des bébés qui commencent à arriver. Donc, le travail est bien fait. Les résultats sont là. Aujourd'hui, je dirais que je ne suis plus mon esprit n'est plus basé dans la compétition. Mon esprit est basé sur le développement. Je veux rendre à ce club et à cette ville le plus possible l'engagement que j'ai pris, c'est-à-dire aller chercher les garçons et les filles. Alors je précise aussi que c'est un sport qui est intergénérationnel, qui est avec des jeunes, des moins jeunes, des adultes, avec des filles, tout est mélangé et c'est ce qui fait la beauté aussi de ce sport et la complexité parce que les filles sont peut-être un peu moins fortes que les garçons mais elles apportent d'autres choses et elles font d'autres choses. Ça reste ma passion. Je fais beaucoup de sacrifices. Alors je suis papa de 3 filles qui sont basketteuses. Je suis marié avec une Anglaise depuis 27 ans et donc j'ai fait beaucoup de sacrifices pour ma famille. Je suis passé à côté de beaucoup de choses mais sans aucun regret, sans regarder derrière. Je continue d'avancer et j'espère que le club va continuer, qu'il va grandir et que quelqu'un va reprendre le flambeau et que ce club va continuer à exister.
Alors aujourd'hui, on a le salaire, c'est compliqué parce que dans les clubs, on a des défraiements qui sont autorisés par la loi et on défraye, par exemple à Marseille, c'est le cas, on défraye les joueurs à la hauteur de ce qu'on a le droit de faire pour être en légalité avec les instances nationales républicaines. Ensuite, on a des clubs qui font des contrats de travail et là, tout le monde a le droit de le faire. Il faut juste avoir de l'argent. Et la réponse à ta question est oui, aujourd'hui, il y a des joueurs qui vivent de basket fauteuil, qui vivent très très bien du basket fauteuil. On a des salaires qui avoisine les 2500, 3000 euros, ce qui est pas grand chose à côté d'un basketteur valide et ce qui peut être beaucoup aussi à côté d'autres joueurs. On a quelques exceptions. On a eu un Canadien qui touchait 10 000 euros par mois. On a eu un Américain qui touchait 8 000 euros. On a un club en Turquie, à Galatasaray, où ils veulent pas de différence. Tout le monde est payé 5 000 euros. Tout le monde est logé dans le même bâtiment, donc chacun le même appartement. Et tout le monde a la même voiture. Comme ça, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de lui il a plus, il a moins. Donc ça dépend des situations financières des clubs. Quand on était en francs, j'ai été le plus gros salaire mondial à l'époque en Italie. J'étais payé 50 000 francs, qui serait équivalent de peut-être 25 000 euros par mois. Et aujourd'hui, ouais, il y a des joueurs qui peuvent gagner leur vie au basket. Aujourd'hui, c'est très compliqué parce que la journée, elle commence à 8 heures le matin avec ma fille qui va au lycée, donc que j'aide et que j'accompagne. Ensuite, c'est forcément tout ce qui est informatique, comptabilité et papier du club. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un garçon en alternance qui s'appelle Quentin Lefebvre et qui m'aide beaucoup dans l'administratif, mais lui pourra aussi témoigner qu'il y a beaucoup de dossiers à faire, beaucoup de paperasse pour exister. Il faut que je sois présent dans beaucoup de réunions, que ce soit au département, à la mairie, à la région, à la métropole, parce qu'il faut montrer qu'on est là, qu'on existe, qu'on s'intéresse. Donc, il y a beaucoup de réunions comme ça. Quand je peux, le midi, je passe voir les garçons à l'entraînement, parce qu'ils s'entraînent tous les jours entre midi et 2. Et sinon, c'est moi qui mets en place les entraînements du soir. Donc, tous les soirs, à partir de 17h30, je suis au gymnase jusqu'à 22h30, 23h. Donc, les journées sont bien chargées. Et les week-ends, pour que vous compreniez la difficulté aussi d'un club handisport, depuis le 1er septembre, on a eu un week-end de libre ce samedi là qui vient de passer le 6 décembre. Donc on a eu 0 week-end de libre pour le moment. Donc les saisons sont très chargées, très compliquées. On joue 4 championnats en même temps, donc championnat de France, Coupe d'Europe, Coupe de France et Coupe régionale. C'est assez et ça prend beaucoup de temps sur la vie de tous les jours et sur l'emploi du temps qu'on peut avoir aussi bien familial que sportif. Aujourd'hui, les fauteuils de basket ont été revus à la hausse, bien entendu. Les fauteuils sont équipés, par exemple, de 2 roues supplémentaires à l'arrière pour éviter de tomber derrière. Du coup, on avance les roues de devant et on va beaucoup plus vite. Ensuite, on a les fauteuils professionnels de basket aujourd'hui sur un très bon fauteuil, il faut compter entre 10 et 13 000 euros pour avoir un fauteuil. Les fauteuils durent en moyenne 2 ans. Tous les 2 ans, si on veut être dans de bonnes conditions, il faut changer son fauteuil. Les fauteuils ne sont pas remboursés par la Sécu. Il y a un tips de 500 ou 600 euros. Le reste, c'est à charge des joueurs. Les fauteuils sont tous, quelle que soit la marque, quel que soit le pays, tous les fauteuils sont faits sur mesure. Ils sont calculés avec des ordinateurs où on prend l'assise de la personne, sa taille, son poids, son centre de gravité. Donc l'ordinateur calcule tout ça. Donc il y a les fauteuils arrivent et ça va pile poil à la personne qui a pris les mesures. Les spécificités qu'on a aujourd'hui dans les fauteuils, c'est que en fonction de l'écartement des roues qu'on va mettre derrière, et des grandes roues comme ça, on pourra tourner beaucoup plus vite. Et si on met les roues presque droites, avec très peu de carrossage, on va rouler beaucoup plus vite. Donc c'est à l'appréciation des joueurs. Sinon aujourd'hui on a un carrossage, on va dire médium dans le monde, autour de 18-20 degrés. Et là ça permet d'aller vite et de tourner vite. Plus il y a de carrossage, et plus le fauteuil tourne très vite. Donc pour les gens qui sont habitués à défendre ou à aider les shooters, et comme ça, il vaut mieux avoir des roues comme ça. Et pour les shooters, ce qui était mon cas à moi, il vaut mieux avoir des roues droites parce qu'on peut aller plus vite, mais on est plus stable et le fauteuil va bouger moins que les autres. Les déplacements, notamment de l'équipe 1, sont
très complexe. D'abord parce que on n'a pas de minibus, on n'a pas de véhicule au club, pas encore. C'est le prochain objectif du club, c'est d'acheter un ou deux minibus pour être autonome. Ensuite, ce qui se passe, c'est que quand on part en déplacement, il faut emmener tous les fauteuils de sport dans un minibus, et dans un autre minibus, il faut amener tous les fauteuils de ville. Donc, ce qui fait qu'il nous faut des minibus rallongés où on prend en moyenne plus de mélanger ville et sport. Donc, c'est une grosse contrainte. On a besoin pour ça de personnes bénévoles qui viennent nous aider, parce qu'il faut monter dans les minibus, il faut descendre, il faut sortir le matos, il faut remettre le matos et tout. Il y a de la casse. Il y a de la casse comme dans tous les transports. Donc, on prend aussi en charge tout ce qui est réparation, casse. Donc, c'est assez complexe aussi. Aujourd'hui, on envoie des photos, des vidéos de ce que peut représenter un déplacement. Et chaque fois qu'on a pris un nouveau bénévole, il est toujours estomaqué par le fonctionnement du transport, parce que ce soit train, avion, bateau, c'est très compliqué de prendre 12 fauteuils de sport, les roues, les ballons, les trucs. Donc c'est pas comme dans un club valide où chacun arrive avec son sac et chacun monte dans le train. C'est pas du tout comme ça. Les mecs, ils arrivent en fauteuil de ville, chacun prend un fauteuil de basket et il pousse son fauteuil de basket avec son sac sur le fauteuil. Maintenant, les trois quarts ont des gros sacs de roues avec des roues supplémentaires. Donc ça fait le gros sac de roues, le sac de sport, le fauteuil. Ils poussent les deux fauteuils en même temps avec tous les inconvénients que ça peut avoir, les trottoirs, les trucs comme ça. Et ensuite, quand on arrive sur, par exemple, le quai de la gare où on fait beaucoup de voyages en train, il faut trouver une personne qui nous aide à aller monter dans les compartiments, dans les fourgons. Enfin, voilà, ça reste quand même assez... il faut une très grosse logistique pour le matériel, pour les fauteuils. Et en plus, il faut faire attention qu'on ne nous en vole pas et qu'on n'en manque pas aussi. Aujourd'hui, il y a 74 clubs et on est le pays au monde où il y a le plus de clubs. Or, États-Unis, université. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de clubs. Ils ont 10-12 clubs dans tous les États-Unis. Par contre, en université, ils ont 1000 clubs. Après, ils n'ont pas de clubs parce que ça coûte trop cher. Les voyages, la distance, et trucs comme ça, c'est trop cher. Mais on reste le pays au monde où on a le plus de clubs. Ah, mon plus beau souvenir de ma carrière. Ouais, comme vient de dire Océane, il y en a beaucoup. Peut-être les Jeux Olympiques de Sydney, parce que c'est une histoire qui est véridique. De toute façon, elle est vérifiable aujourd'hui sur Internet. On est aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. L'Australie est championne olympique en titre, donc en 96 à Atlanta. Et la France est championne d'Europe en titre. Les championnats d'Europe sont la compétition qui permet aux 5 nations européennes de se qualifier pour les Jeux. Donc, on arrive là-bas en étant champion d'Europe. Et on a, il y a 2 poules de 6, on tombe dans la poule de l'Australie et le match a lieu un soir à 20h. Et on se rend compte que on va jouer France-Australie et que derrière nous, il n'y aura plus rien. Et jusqu'à 21h, il y avait des activités. Donc c'est le CIO, le comité olympique, qui a pris la décision de finir et de laisser finir toutes les activités du jour, donc cette journée-là, de diffuser le match à 21h en direct, parce de toute façon, il était diffusé en direct. Mais ça permettait à tous les sports et tous les athlètes de voir, entre parenthèses, un gros match, que c'était 2 champions qui s'affrontaient. On a joué dans l'aréna de Sydney où c'était la salle pour les JO, devant 43 000 personnes. Et collé, il y avait le Dôme, qui était une salle de 20 000 personnes avec des écrans géants. Les 63 000 billets ont été vendus et pas donnés. Donc les gens ont payé pour venir. Les gens ont payé pour venir voir un match dans une salle sur écran géant. Et on a eu la bonne idée de battre l'Australie sur un panier au buzzer. Et on a battu l'Australie chez elle. Et le souvenir, alors la victoire, elle est belle. C'est toute une nation australienne qui s'est levée et qui nous a applaudi, qui nous a félicité. Et là, j'ai dit, c'est la magie des Jeux Olympiques, c'est la magie du sport. Ça reste peut-être l'un des plus beaux. Alors, j'ai beaucoup de souvenirs, mais là, c'est un c'est une très belle question. Le manque de visibilité, il est flagrant en France. Les institutions sportives ne jouent pas le jeu parce que, par exemple, le magazine comme l'Équipe n'en parle jamais. Dans l'Équipe magazine, on parle même pas de la première division. Dans les journaux, que ce soit locaux ou nationaux, il n'y a pas d'articles. Alors, de temps en temps, il y a des articles. Cette année, par exemple, nous, la Provence nous a mis en avant en disant, on va faire des articles régulièrement sur vous parce que vous êtes en première division et tout. Quand il y a un article qui est fait, par exemple, à Marseille, il est fait en page locale marseillaise.
marseillaise, alors que quand c'est Fos qui joue en National 1, l'article paraît dans toute la Provence. Donc oui, le manque de visibilité. Par contre, je voudrais aussi dire que notre fédération, la Fédération française handisport, n'est pas bonne dans la communication, n'est pas bonne dans le management, justement sur le développement du basket fauteuil, parce que en étant l'un des pays où il y a le plus de licenciés, on est le sport national handisport où il y a le plus de compétitions depuis 50 ans, et on ne travaille pas là-dessus. Donc oui, il y a beaucoup à faire, et moi ça m'attriste et ça me touche, parce qu'il y a des exploits qui sont faits qu'on ne connaît pas, et je me dis que ça peut être intéressant aussi. D'autant plus que là, on a pour exemple les Jeux de Paris, où les gymnases ont fait ça le comble à tous les matchs. Donc je me dis, tout est possible, on devrait y arriver. Changer la mentalité des gens, changer la mentalité des politiques, et peut-être qu'on arrivera à développer encore plus le basket fauteuil. Moi, ça me touche beaucoup. Moi, ça me touche beaucoup parce que moi, j'aime pas parler de moi, et j'aime pas ce que j'ai fait, c'est fait. C'est passé, c'est derrière. Par contre, aujourd'hui, on a par exemple, il y avait un petit garçon à Marseille qui est arrivé chez nous, qui avait 12 ans. À 15 ans, il a été élu meilleur joueur d'Europe. Ça, en 35 ans de carrière, j'ai pas connu ça. Et ce garçon, il a été élu meilleur joueur d'Europe, et personne ne savait qui c'était, personne ne le sait. Enfin, et ça m'embête, parce que derrière, il y a du travail, il y a de la souffrance, il y a du sacrifice, il y a beaucoup d'engagement, et on ne les accepte pas quand ça vient des personnes en situation de handicap. Je fais pas de relation ou de jalousie par rapport à invalide, mais dès que c'est invalide, on va le mettre en avant, on va dire ah ben regardez, il s'entraîne 6 heures par jour, il voit pas ses enfants, il fait pas ci, il fait pas là, mais un handi, on s'en fout. Donc ouais, ça me touche. Alors, il y a un événement là qui s'appelle Basket for All, qui a été mis en place par la fac de Lumini. Là. C'était une belle journée, une belle réussite. C'est un clin d'œil, mais ils se reconnaîtront. Alors, la mairie a mis en place depuis 2 ans un marché public pour du handi basket. Ils avaient mis ça en place il y a 3 ans, un été. Ils nous avaient demandé de faire une sensibilisation sur la place Bargemont, donc devant la mairie, dehors, sur le Vieux-Port. 3 soirs de 17h à 20h, ce qui fait chaud l'été. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des centaines de personnes qui étaient venues. Et à travers ces personnes, on a eu des enfants handicapés qui sont venus essayer et qui ont intégré le club. Donc ils se sont dit finalement ça peut être inclusif et on va développer ça. Donc du coup ils ont fait un marché public qui s'appelle Tremplin Sport. On a gagné ce marché public parce que il y avait plusieurs clubs et tout. Et donc aujourd'hui on travaille avec la mairie, et là c'est un clin d'œil à Sébastien et à la mairie pour leur dire d'abord merci, parce que on va dans toutes les cités sensibles de Marseille, et Dieu sait si à Marseille il y en a, comme la Castellane, la Bricarde, la Viste, la Busserine, toutes ces cités un peu difficiles. On met des ateliers de handi basket 4 heures par jour, et on reçoit du public, fait tout public. Et on se rend compte que chaque fois qu'on démarre comme ça dans les écoles, on a des enfants qui arrivent, on a des jeunes en situation qui arrivent, on a des personnes valides qui viennent nous rejoindre. Donc ça déjà c'est un premier bon plan. Et le deuxième truc, quand maintenant on sensibilise dans les écoles, ça fait déjà une dizaine d'années, il y a un phénomène qui se passe, et moi je suis très content de ça, c'est que quand on arrive dans les écoles, beaucoup d'enfants ont déjà pratiqué ou ont déjà eu une sensibilisation, donc ils connaissent le basket, ils connaissent le fauteuil, il n'y a plus besoin de leur expliquer, ils s'assoient dessus, ils partent, ils jouent de suite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les choses commencent à bouger à Marseille, les choses commencent à avancer. Très compliqué, très dur, parce que le nerf de la guerre, ça reste quand même l'argent, et qu'on a toujours besoin d'argent, mais pas que pour exister, mais pour avoir des fauteuils, pour avoir des trucs comme ça. Et pour nous, c'est le plus important, mais la sensibilisation se fait à travers les lycées, les facs, les écoles, les collèges, les centres sociaux. Maintenant, on a les entreprises privées qui viennent nous demander, parce qu'ils font le mot à la mode aujourd'hui, c'est du coworking pour les employés. Donc on fait beaucoup de sensibilisation, et ça commence vraiment à prendre. Et puis surtout, ça nous permet, parce qu'elles sont presque toutes rémunérées, ça nous permet d'exister. Donc pour nous, c'est gagnant-gagnant à chaque fois. Je lui dirais, viens, essaye, parce que l'essayer, c'est l'adopter. Le basket fauteuil est un sport très ludique, où tout le monde peut s'amuser. D'ailleurs, j'ai oublié de dire dans l'interview que les valides sont autorisés à jouer avec nous, et il y a des valides avec nous. C'est un sport qui est ouvert à tout le monde. Je m'amuse avec les politiques à leur dire que, parce qu'ils emploient souvent le mot inclusion, inclusif, que nous on fait de l'inclusion inversée, c'est-à-dire qu'on prend les valides, on les fait jouer avec nous. Et qu'en théorie, aujourd'hui, le mot d'ordre en France, c'est de faire des clubs inclusifs. Et les clubs inclusifs, ce serait nous qui irions dans des clubs valides et qui joueraient avec des valides. C'est pas possible. En fauteuil, c'est pas possible. Par contre, faire du basket en fauteuil aujourd'hui, pour moi, c'est garanti à 99%. De vraiment s'amuser, de vraiment aimer. D'ailleurs, je dis tout le temps, chaque année, je fais des journées de sensibilisation à d'autres sports, à
tous mes adhérents. Donc, je leur fais faire chaque année des sports différents pour qu'ils goûtent à tous les sports qui puissent exister. Alors bien entendu, en handisport, presque tous les sports existent au monde. Que tous les adhérents, ils découvrent d'autres sports pour qu'ils aient une idée de ce que ça peut leur apporter et qu'ils puissent changer. Aujourd'hui, on a deux, trois joueurs depuis une quinzaine d'années qui sont partis vers d'autres sports. Ils ont eu raison, puisque on a une fille comme Nathalie Benoît qui faisait du basket, qui a joué chez nous aussi, qui est championne olympique d'aviron à Marseille avec la vie sourire. On a un garçon qui est numéro 4 français, numéro 15 mondial de tennis, qui s'appelle Nicolas Charrier, qui était un super basketteur, qui a décidé de partir, d'aller faire du tennis, et il a eu raison. Donc, mais généralement, c'est que tous ces jeunes restent au basket parce qu'ils adorent le basket, ils aiment le truc, et voilà. Donc, essayer le basket fauteuil, c'est l'adopter, je pense. C'est fini, on coupe là?